Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien les Goulinoises. Hip Hop François, et à son âme, il a bien choisi son moment. Comment vous allez? Yo Adam Fourage 22. Ah Fourage 22, pardon. J'espère que vous allez bien pour cette troisième Gouline en ma compagnie. Et déjà la 8e pour Infoscope. Olé! Aujourd'hui on va décrypter un petit peu les informations, on va commencer par l'international. Qu'est-ce qu'il raconte celui-ci? Vous êtes pas content que la régie fasse le live? Bah triplé et bim. Ah ok. Moi je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps. Et ce soir on est quand même en compagnie de la régie qui est tenue par ELB. Je tiens à le remercier de sa présence. Aussi je tiens à remercier la présence de Bayrou, toujours avec nous dans les pires comme les meilleurs moments. Pas encore, pas encore. La prochaine, si c'est moi qui l'a fait, il y aura match. On commencera à avoir match. Bon, j'espère que vous allez bien. On va pas parler que de choses très joyeuses aujourd'hui, hein, je vous préviens. On vous a préparé un petit programme qui reflète malheureusement bien l'actualité. Et pour commencer, on va parler de Donald Trump. Et la régie peut faire la transition. Je vois qu'elle était fin prête. Donc je l'ai laissé faire. Parfait. Donc on va parler de Donald Trump. Donald Trump et les camps de concentration. Alors, c'est quand même une sacrée histoire tout ça. Donc, faut savoir que là, en ce moment, il y a beaucoup de polémiques aux États-Unis parce que Donald Trump a fait voter, enfin, il a signé une loi parce que c'est un peu complexe le système américain. Pas vraiment comme en France où on fait voter les lois et on les exécute. On peut prendre des mandats spécifiques pour déroger à la loi ou la modifier. Et c'est ce qu'a fait Donald Trump pour renvoyer les immigrés illégaux chez eux. Alors, chez eux, c'est un vaste mot parce que du coup, en réalité, ils sont envoyés dans des camps de concentration, notamment un camp de concentration qui est au Salvador. On verra tout à l'heure avec la carte où c'est le Salvador, mais ça pose des questions. Alors, ce centre a été construit sur des financements états-uniens pour y renvoyer les membres de gangs qui rentraient illégalement sur le territoire américain. Alors si tu passes à la prochaine, celle-ci, normalement si tu descends un petit peu, on va voir quelques images. Voilà, tout ce qu'ils adorent, des barbelés, des grillages. Tu descends un petit peu, il me semble. Et non, c'est un échec. C'est pas ici qu'il y a la photo. Quoi? Oh, tu peux aller sur Wikipédia. On va aller sur Wikipédia. Donc ça, c'est le centre de confinement du terrorisme, qui est ou CECOT, ou je sais pas comment ils disent en anglais, avec leur accent. Mais donc du coup, si tu descends un petit peu, Samuel, on va pouvoir voir que c'est bien positionné au centre du Salvador. Ça a été trop vite. Et donc du coup, on voit quelques images de ce camp qui a l'air tout à fait sympathique, tout moderne et tout prévu à l'effet. Alors on notera quand même que ouais, non, mais véritablement on parle de camp de concentration. Donc c'est une méga prison. Enfin, ils aiment bien les Américains, super méga prison. Et ils ont donc une capacité d'accueil de 40 000 places. C'est important parce que si on va sur la prochaine source, normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi avec mes sources, voilà. Donc, Donald Trump a promulgué une loi pour envoyer dans ces super prisons 30 000 sans-papiers. Savoir que cette prison elle est déjà pleine à craquer. C'est
Déjà, je sais pas s'il y a 40 000, mais je pense qu'on n'est pas loin. Il y a déjà 40 000 personnes dans cette prison et que là, il veut en envoyer 30 000 de plus. Ça pose déjà même quelques problèmes de logistique. Les conditions, ça pose aussi des problèmes pour les conditions de détention des gens qui y sont envoyés. On est sur quelque chose qui est absolument glaçant. Je vois que le chat s'active. Jugé pour crime au salaire, ça fait penser au criminel pauvre à Saint-Pierre. Exactement, mais je pense que Laurent Wauquiez, il a eu de fortes inspirations trumpiennes. Il a proposé Saint-Pierre-et-Miquelon. Si tu as un lien, Adam, pour nous faire profiter, n'hésite pas. Donc si on passe... Donc bien sûr, Trump a promulgué une loi, l'a signée, l'a ratifiée comme il aime tant faire à la télé. D'ailleurs que c'est le seul président qui a jamais fait ça. C'est quelque chose qui se fait pas normalement, c'est un peu particulier. De promulguer des lois en direct à la télé, c'est une théâtralisation de la politique qui ne se faisait pas avant pour, pour les États-Unis. Mais désormais, c'est la norme. Alors, il a fait ça, il a promulgué sa loi, mais le problème, c'est que il y a une autre instance américaine. Si tu descends un petit peu dans l'article, on va pouvoir voir normalement. Je me souviens plus du nom. Alors, je me souviens plus du terme, mais il y a un organisme qui régit les lois, un peu comme notre Conseil constitutionnel, qui est la Cour suprême. Voilà, la Cour suprême. Pour rappel, Trump avait, lors de son précédent mandat, nommé 2 juges à la Cour suprême qui étaient pro-Trump. Mais il se trouve qu'il y a toujours des... Oula, beaucoup de choses se passent dans le chat. Je vois que vous êtes en pleine forme, ça fait plaisir. Et donc du coup, Trump et la Cour suprême ont entamé un bras de fer administratif et légal parce que c'est complexe. Si on va sur la prochaine source, normalement, et qu'on remonte un petit peu, alors pour les non-anglophones, pour rendre sa loi légale, il s'appuie sur ce qu'ils appellent Alien Enemies Act pour accélérer la déportation des criminels. Donc la loi qu'a promulguée Trump s'appuie sur le fait que les ressortissants illégaux sont des aliens. On en est là. C'est une loi qui date des années 1800. On est quand même sur quelque chose d'assez fabuleux. On en convient. On s'appuie sur les martiens pour chasser les immigrés. Moi, je trouve que faut-il distinguer l'homme du nazi? Non, je pense que le nazi est avant tout un nazi. Mais bon, voilà. Et donc du coup, dans tout ça, j'ai lu pas mal d'informations sur les réseaux par rapport à Trump, par rapport aux justifications qu'il faisait aussi de ces expulsions. Parce qu'il y a une vidéo qui a fait très polémique sur les réseaux qui montrait un plan d'une porte, comme ils aiment tant les... Alors attends, excuse-moi. Hop. Comme ils aiment tant avoir les Américains, ils ont tous des caméras sur leur porte d'entrée, pour leur sécurité. Parce que bon, avoir des armes chez soi, ça suffit pas apparemment. Et ils ont... Donc il y a une vidéo glaçante parce que en fait on voit la police débarquer chez quelqu'un qui se fait enlever son enfant. En fait. Donc dans un truc un peu glaçant voilà, il est placé, l'enfant est placé, et le père, on n'a plus de nouvelles du père. Il faut savoir que le père a été déporté dans la prison.
et que le père a été... il y a eu des démocrates qui ont démontré que le père n'était pas de façon illégale sur le territoire, et c'est un peu le silence radio. C'est-à-dire que comme c'est des camps de concentration, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais il y a beaucoup de gens qui suspectent qu'en fait il est déjà mort et qu'on ne le reverra jamais. Et du coup, on va partir du côté de Truth, le réseau social de Trump avant que Elon Musk rachète Twitter. Parce que pour rappel, Trump avait réussi à se faire bannir des réseaux sociaux pour la propagation de fausses informations. Et donc du coup, vous voyez, si tu peux descendre un tout petit peu, parfait. Là, donc là, c'est la main de ce père de famille. Ce père de famille. Je vois les bêtises d'Adam dans le chat qui veut qu'on fasse du lobbying pour être nous aussi présents sur la carte de frontière. Je pense que si c'était une vraie carte interactive, on aurait pu se déclarer, leur envoyer notre logo et tout ça. À méditer. Mais revenons à Trump. Et donc du coup, on voit les tatouages alors MS-13, c'est un gang. C'est un gang qui a des origines du Salvador. Donc la justification de Trump, c'est s'il caquette comme un canard et s'il nage et vole comme un canard, il y a de fortes chances que ce soit un canard. Voilà littéralement ce que la Maison Blanche a dit à propos de cet homme. Et donc du coup, Trump a montré en direct, enfin montré cette photo avec comme une évidence, comme si le simple fait d'avoir un tatouage impliquait forcément que tu étais toujours un membre de gang actif. Et là, c'est vraiment la problématique, parce qu'en fait, il n'y a aucune discrimination entre les membres potentiels de gang qui ont pu avoir fait partie d'un gang, ont eu le droit, enfin, qui sont en phase de rédemption, qui sont en train de s'éloigner du gang, qui s'en protègent, qui fuient peut-être les États-Unis pour fuir ce gang. Et bah, il les envoie dans le plus gros repère, dans le plus grand rassemblement au monde de gens de ce gang. Donc forcément, bah, il y a beaucoup de gens qui y sont envoyés dernièrement et on a très peu de nouvelles des gens qui y sont envoyés, malgré les pétitions, malgré les appels à l'information. C'est un peu une question qui reste en suspens, donc on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont vu des choses? Est-ce qu'ils ont subi des choses qu'il ne faut pas qu'ils s'ébruitent? Et voilà, magnifique, la régie au top qui nous fait un magnifique plein écran sur cette photo à gerber. Mais bon, c'est peut-être plus le personnage que la photo. Il donne envie de gerber. Mais pour faire une transition, pour continuer donc du coup dans l'horreur de ces camps, on peut aller regarder la prochaine source, toujours sur Truth. Et là, alors peut-être qu'il va falloir que tu baisses un peu le son parce que c'est pas trop comment c'est. Là, on est bien au niveau de l'image, je pense. Et donc voilà, ça c'est une démonstration de qu'est-ce qui se passe quand un membre de gang illégalement sur le territoire états-unien arrive en avion, en charter. Voilà comment ils sont traités. Voilà. J'espère que vous appréciez ces images. Ça fait écho à la vidéo de la semaine dernière sur l'ASMR déportation. Et donc ils sont tous rasés. Hein, ça rappelle des choses aussi. Hein. Est-ce qu'on pourrait leur demander s'ils font du savon avec les cheveux? Voilà. Alors la régie me demande s'ils ont des chambres et des douches. Donc voilà, vous voyez les chambres. Donc l'état des chambres. Donc c'est pas, ils sont pas 4 par cellule quoi. Donc voilà, on peut dire que Trump est littéralement un fasciste, est littéralement un gros N. Hein. Je vais pas le dire ici pour des soucis
de devoir cut la rediffusion sur YouTube, mais voilà, on est sur un copain du petit moustachu, très clairement. Il utilise exactement les mêmes méthodes. Et là, c'est flippant, quoi, parce que, comme je disais tout à l'heure en préambule, la capacité d'accueil de la prison, c'est 40 000 personnes. Et la prison est déjà pleine. Et là, il va en envoyer 30 000 de plus. Savoir qu'il y a déjà, alors suivant les sources, il y a déjà entre 250 et 1000 personnes qui ont été déportées des États-Unis pour cette prison-là. Donc c'est déjà énorme. Pour une loi qui a été promulguée par un président, qui est appliquée directement par, par un phénomène d'exception, qui est remis en cause par la Cour suprême, mais en attendant, ça déporte, quoi. Ça y va, quoi. Le fascisme, ça y va, ça prend pas de pincettes et ça y va très largement. En parlant de fasciste, on va aller sur un autre volet du fascisme. Si la régie accepte de nous faire une transition, hop, le travail d'équipe est incroyable. On va parler de l'Argentine. Alors l'Argentine, on en a déjà parlé il y a quelques temps, notamment avec le fameux Javier Milei, qui est un grand amateur de tronçonneuses, pour rappel. Son credo pendant sa campagne a été qu'il allait tronçonner les dépenses publiques de l'Argentine pour redresser le pays. Ça allait donner un élan économique au pays et qu'il allait démontrer, parce que c'est un économiste, c'est un chercheur en économie à la base, qui était un personnage de la télévision argentine, qui était connu pour ses prises de parole rocambolesques et complètement alarmant sur la situation argentine. Ouais, pas facile cette phrase. Oui, rien que sur la photo. Ah, c'est un petit peu un délit de faciès, mais c'est un personnage qu'on a qualifié de Trump argentin, hein, marrant, qui est un des premiers à avoir baissé la queue et à avoir rampé devant Trump pour qu'il lui donne pour qu'il lui baisse ses tarifs, parce que c'est un libertarien assumé. Donc c'est tout ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir. Il a défiscalisé tous les profits de la bourse argentine, en disant que ça allait faire de l'Argentine et de un pays fiscalement attractif, et que ça allait créer un boom économique incroyable pour les Argentins. Donc, petit problème. Donc là, je vais reprendre un petit peu le contrôle, si tu le permets, la régie. Donc là, on voit l'évolution de la valeur du pesos. Donc là, c'est un pesos mexicain. Alors, hop, voilà, sur 5 ans. Donc c'est la chute libre. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la chute libre. On arrive à un niveau où un pesos, ça vaut même pas un millième d'euros. Si, ça vaut 7 millièmes d'euros. C'est la crise. Pour une économie qui, dans les années 20, était 10 fois plus intéressante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été élu en novembre 2023. Alors je cherche la date. Voilà, autour de cette date-là. Donc, si on regarde, depuis cette date-là, d'ailleurs on voit que ça a créé une chute de la valeur du peso, son élection. Et depuis cette date-là, ça ne fait que baisser, malgré toutes les promesses électorales qu'il avait pu faire. Exactement. Et si on zoome un peu, plus on zoome, plus le dénivelé va être important. Là, par exemple, on voit que sur les derniers jours, le dernier mois, il y a eu une baisse de
quasiment, quasiment, quasiment 10% de la valeur. Ça remonte un petit peu. On espère que pour les Argentins, ça va continuer de remonter parce que là, leur économie, elle est clairement en danger. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur pourquoi l'économie argentine elle est en danger et quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent là-bas, nous vous invitons à aller sur le site Infoscope et à lire le magnifique article coécrit par moi-même et Benoît et qui porte justement sur Alexandre Millet, qui s'appelle Millet le Wagner de la finance, en référence à Macron le Mozart de la finance, et notamment référence à tout ce que la médiatisation autour de ce personnage, la médiatisation chez nous, comment il est présenté par nos chroniqueurs adorés à la télé. Ah, salut le mec dragon humain. Sans doute. Courage à toi. Et donc voilà un article qu'on vous recommande. J'ai mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller le lire, le relire. Si vous avez des questions sur la politique argentine, on essaiera d'y répondre tous ensemble. Exactement, mais c'était souhaité. Ah, excusez-moi, je paniquais parce que la régie regarde le runner, mais tout va bien. J'ai déjà envoyé le lien dans le chat si jamais c'est ça que tu cherches. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour à l'international. On a vu que l'Argentine c'était pas top, contrairement à ce qui avait été annoncé par les économistes à la sauvette des plateaux télé, qui disaient que ça allait révolutionner, que ça allait être... beaucoup de libertariens disaient que la politique de Millet allait permettre d'avoir une sorte de jurisprudence, un cas test de ce que permet la liberté totale financière. Voilà, je pense que rien qu'en regardant le cours du pesos argentin, on se rend compte que rien n'a changé et que c'est même pire qu'avant, parce que du coup, ce qu'on détaille dans notre article, c'est notamment tous les transports en commun qui ont été supprimés. Donc du coup, les Argentins n'ont plus de bus, n'ont plus de moyens pour beaucoup d'entre eux de se rendre à leur travail. Donc en fait, ça crée des licenciements parce que bah en fait, quand ton employé ne veut pas venir travailler, bah tu es obligé de t'en passer. L'Argentine, c'était pas top. J'ai pas la ref. Je crois que j'ai fait une ref que je n'ai pas la ref. On a vu que l'Argentine, c'était pas top. J'ai fait une erreur? Peut-être. Des Vengés pré-flop, je comprends rien. Je comprends rien au chat là, vous êtes beaucoup trop érudit pour moi. Oui, oui, mais j'allais y venir. Je vois que l'idole des Tchad est toujours sur le coup. Les soupes populaires ont été fermées. Parce que il y avait beaucoup de pauvreté déjà avant la session de Millet à la présidence. Mais il y a eu une affaire de corruption. Il y a eu un cas de une soupe populaire détournée des fonds publics. Et du coup, Millet a supprimé les subventions. Je crois qu'il y a une vingtaine de soupes populaires qui bénéficiaient de ces subventions qui ont dû fermer. On a un chat autogéré. Exactement. Et ça, c'est beau. Mais ouais, donc l'Argentine, c'est catastrophique. Économiquement, on voit encore que le néolibéralisme, et là même l'ultralibéralisme, parce que c'est même pas du néolibéralisme, ça Millet se revendique de l'ultralibéralisme, donc le niveau encore au-dessus. Déjà, le libéralisme, ça marche pas
On le voit partout. Le néolibéralisme, ça marche pas mieux, c'est même pire. Et l'ultralibéralisme, bah, c'est la catastrophe assurée, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on supprime toutes les aides sociales, euh, c'est sûr que ça va pas aller pour le mieux, pour le peuple, en tout cas, pour les élites. Peut-être que eux, ils s'en mettent plein les poches. C'est toujours le même combat. Les modos du chat sont les pires trolls et le seul non-modo, c'est moi. Effectivement. Effectivement. Donc, pour maintenant que nous avons un peu parlé de l'international, moi j'aime bien parler de l'international, vous l'aurez remarqué dans ces 3 émissions qu'on a passées ensemble, on va faire une transition sur quelque chose de plus français, vous voyez, et on va parler du traitement médiatique réservé à Rima Hassan, et notamment, on va s'en servir comme point d'ancrage pour parler du traitement médiatique général donné aux femmes. Il faut savoir qu'en France, on est quand même les rois de la maltraitance médiatique envers les femmes. Il y a Rima Hassan, il y a Mathilde Panot, Clémence Guettet, Sandrine Rousseau qui en font les frais régulièrement, pour rien, pour des questions des fois simplement d'une robe qui ne plaît pas à certains. Bref, moi je trouve que c'est quand même très lunaire ce genre de considération, et que je voudrais rappeler à ces gens-là qu'on a marqué égalité sur le fronton des mairies, et c'est pas égalité entre les hommes, c'est égalité entre les humains. Donc, revenons à Rima Hassan. Donc, Rima Hassan, elle est quand même dans une campagne médiatique de elle est victime d'une campagne médiatique de diabolisation de sa personne. Elle a eu des propos qui ont interpellé beaucoup d'éditorialistes, notamment sur le droit de défense du Hamas. C'est la phrase choc qui a fait le tour de tous les médias, en oubliant qu'elle reconnaissait les exactions des attentats du 7 octobre, en la faisant passer pour une terroriste. Ça a été jusqu'au point où Darmanin et Retailleau ont signé une tribune pour qu'il y ait une enquête d'apologie du terrorisme qui soit menée contre elle. Enquête qui a rien donné, mais bien sûr, son nom a été sali par tous les plateaux télé pendant tout le long de l'enquête, hein, parce qu'on rappelle, la présomption d'innocence, ça marche que pour Marine Le Pen ou les fachos. Donc voilà, donc dans cet article de Public Sénat, elle revient sur ces faits, elle revient sur le traitement médiatique qu'elle subit. On a un point qui est intéressant parce que du coup, Public Sénat se veut sans accointance politique, c'est-à-dire qu'il ne se présente pas comme un média de gauche ou de droite, c'est le service public et ça cherche plus la vérité, plus du vrai journalisme. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que Public Sénat. Hop. Il y a aussi Le Monde. Et Le Monde, alors il y a des bonnes choses, il y a des très bons journalistes chez Le Monde, mais il y a aussi des très mauvais. Et notamment Christophe Ayad et Abel Mestré, qui font preuve dans cet article d'une misogynie crasse, j'ai pas d'autre mot, qui vont rabasser. On peut voir, si tu peux surligner, les adjectifs de cet échange initial: spontané, impulsif, péremptoire, radical et en colère, entre guillemets, qui, pour moi, témoigne déjà d'un jugement de valeur. Alors, quand une femme répond du tac au tac, elle est impulsive. Quand un homme répond du tac au tac, il a de la verbe et il est éloquent. Donc vous voyez, ça fait déjà partie, là on est déjà sur des points de langage très très précis de la misogynie qu'on peut retrouver dans certains torchons journalistiques, de gens qui
font déparaître en fait des idées à travers les expressions qu'ils emploient. Je, je ne vais pas réagir au troll du chat. Merci Abraham pour cette qualité d'écoute. Au moins il écoute ce qu'on dit. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est beaucoup de choses de gagner. Donc voilà, on reprend des termes, on retrouve le wokisme des coloniaux. Alors toujours avec les des, des guillemets sur des termes, parce que par exemple, c'est pour, pour les auteurs de cet article, Benjamin Netanyahou n'est pas un fasciste. Donc voilà. Voilà, il faut savoir trier son information, savoir lire entre les lignes. C'est ce qu'on s'échine à essayer de vous transmettre avec la Gouline et avec nos émissions avec Infoscope. Il faut faire attention à ce que vous voyez, ce que vous entendez dans les médias. Toutes les informations ont un biais. Même ici, il y a forcément un biais parce que nous, on est des affreux gauchias. Comment c'était l'expression? Écolo-terroriste? Un truc comme ça. Ah, islamo-wokiste, très bien. Voilà, nous on est tous cette chose-là et on s'en reconnaît. On est des hommes boulgours aussi, des hommes soja. Tous les caractéristiques que vous pouvez penser, imaginer euh, par les fascistes, ben nous on est un peu de ça. Et justement, on prend le contre-pied de ça. Mais il ne faut pas oublier que ça entraîne un biais dans ce qu'on vous donne comme information. Et bien sûr, tout ce qu'on vous dit, on essaye d'être factuel et d'être le plus proche de la réalité, mais on peut faire des erreurs. Et on essaye de ne pas biaiser nos démonstrations, notamment par l'emploi excessif de guillemets, cibler certains termes, comme s'il fallait les remettre en question. Donc j'ai dit en préambule de ce passage que nous allions nous appuyer sur ce traitement de Rima Hassan pour parler d'autres d'autres traitements de politiciennes pour le coup, et on va notamment parler de Sandrine Rousseau. Moi, Sandrine Rousseau, je suis toujours effaré de la façon dont elle peut être traitée, de la façon dont elle peut être catégorisée par une frange des médias, par certains misogynes sur les réseaux, parce qu'on lui appose souvent l'étiquette de la féminazie, de l'hystérique agressif, et d'être complètement déconnecté et de ne pas de dire des énormités plus grosses qu'elle. Donc on va revenir sur les énormités un peu plus tard, mais là on va commencer par voir ce qui est je pense, une bonne illustration de la mauvaise foi des personnes qui pointent l'agressivité de Sandrine Rousseau. Donc cette vidéo est réalisée sans trucage. Vous allez voir un personnage que vous allez instantanément haïr, je l'espère, qui est sous le coup d'une commission d'enquête pour les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Donc, une commission, entre autres, présidée par Sandrine Rousseau. Donc, je vais... Merci. Hop, hop, hop. Vas-y, je te laisse faire. Je vais me taire.
un homme de pouvoir, vous êtes un homme important dans le cinéma français, vraiment important. Et ça, de multiples auditions nous en ont fait part. Donc, en fait, votre vision de la place des violences, de la manière dont on doit réagir aux violences, de celles qui ont du courage, de celles qui en ont moins, etc., façonne d'une certaine manière le cinéma français. Et donc c'est en cela que nous avons des questions à vous poser, parce que évidemment que quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, et bien derrière vous envoyez un message Mais à c'est quoi l'ensemble les propos dénigrants? Dites-moi, vous racontez des histoires que vous voyez dans la presse. Moi d'abord, j'ai pas de tweet et des choses que j'ai dites à une époque quand Gérard Depardieu, c'est il y a combien d'années? Il y a un moment donné, ça va. Non mais là vous venez de parler, si c'est mon par exemple, procès, je me taille tout de suite. Hein. Mais Je vous le dis tout déjà de suite. vous êtes dans une commission d'enquête, monsieur Non, mais Besnéard, une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi? Non, mais que Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Comment ça bien faire? Je peux vous poser une question, monsieur Oui. En tant que présidente de cette commission? Oui. Merci. Donc, vous venez de dire de Charlotte Arnoult que... Mais Charlotte Arnoult, je ne sais même pas qui c'est. Très bien. Alors. Très bien. Donc, Madame Charlotte Arnoult, vous dites son père connaissait Gérard Depardieu, donc vous laissez la suspicion sur les motivations pour lesquelles elle est allée chez Gérard Depardieu. Moi, la question que je ne sais pas, ça qui vous intéresse dans le truc MeToo, c'est que Gérard Depardieu? Non, puisque je viens de... Si, vous ne parlez que de Gérard Depardieu. La question que je souhaite vous poser, monsieur Besnéard, c'est que quand vous avez, on peut parler de, en effet, monsieur Doyon, quand vous parlez, votre parole a de l'importance. A de l'importance. Pas tellement, parce que... Si, elle en a. Elle en a. Elle en a sur le monde du cinéma, elle en a sur les acteurs que vous connaissez, elle en a sur les réalisateurs avec lesquels vous travaillez, elle en a sur le monde de la production, elle en a. Votre parole, elle a de l'importance, elle a du poids. Et quand vous avez des propos sur la libération de cette parole qui est MeToo, et que vous avez des propos minimisant le courage des femmes, eh bien derrière, ça envoie peut-être un message, et c'est la question que je vous pose à l'ensemble du monde du cinéma, de dire je vous protégerai, je protégerai le monde du cinéma de la parole des femmes. Et nous, notre commission, elle est finalement de dire dans quelles conditions la parole des femmes et des hommes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes victimes, on va y venir, mais la parole des victimes peut se déployer, être entendue, instruite et avoir de l'importance dans ce monde. Je comprends ça, mais ça fait quand même 10 minutes qu'on parle de la même chose. Ça veut dire que quoi? Je pense que MeToo est inutile. Ça va, franchement, j'ai jamais dit ça. Mais le problème, c'est que vous voulez réduire des choses par des petites phrases. Hein, c'est quelque chose, alors que, excusez-moi, s'il y a bien quelqu'un qui est féministe, c'est moi. Hein? Alors voilà. Alors déjà, bravo à elle. Comme le dit Abraham, elle a fait preuve d'un calme olympien, incroyable. Faut savoir que moi j'ai regardé une bonne partie de cette commission d'enquête. Pourquoi il est monté dans les tours? Parce que un peu de contexte, hein. Un peu de contexte, parce que vous allez voir à quel point cet homme est féministe. Le ton est monté de sa part parce qu'on lui a reproché d'avoir dit que effectivement il a dit il y avait des femmes couchées pour réussir, mais il a surtout dit qu'il y avait des femmes qui le faisaient sciemment et que du coup ça justifie toutes les autres formes de VSS dans le cinéma, puisque de toute façon il y en avait qui le faisaient, donc c'est bon. S'il y en avait qui étaient prêtes à coucher pour réussir, et bah toutes celles qui ont été obligées de le faire, elles ne le sont pas vraiment. Vous voyez? Donc un grand féministe, effectivement, un grand féministe qui donne la gerbe. Donc voilà, déjà je pense que cette vidéo elle seule, elle permet de bien débunker tout ce qui va être de l'hystérie reproche, parce que faut savoir que c'est tout un emballage. On parle d'hystérie pour les femmes parce que ça rapporte à
Alors sémantiquement, hystérie, ça vient d'un mot latin qui signifie le vagin. Donc c'est pour vous dire la qualité de cette prétendue reproche. C'est clairement un reproche très orienté envers la femme. Il pose beaucoup de questions sur la représentation de la femme dans la société. Comment, parce que c'est un syndrome d'une autre époque. Faut rappeler que c'est les praticiens du début des années 1900 signaler ce diagnostic et imposer une camisole chimique à base d'antidépresseurs, d'anxiolytiques aux femmes qui étaient victimes d'hystérie. Donc les femmes qui criaient sur leur mari ou qui n'étaient pas d'accord, qui le faisaient savoir et qui ne se laissaient pas faire, on les catégorisait d'hystériques et on les mettait sous camisole chimique. Donc voilà. Donc pensez-y quand la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire ah mais ça c'est une hystérique, bah vous pouvez d'ores et déjà savoir que c'est pas très intéressant de parler avec cette personne. Parce que employer encore ce terme aujourd'hui, c'est comme utiliser certains termes sur la maladie mentale qui n'ont pas lieu d'être, tout ce qui est psychophobie, misogynie, des choses qui se rejoignent et qui se recoupent. On envoyait les femmes se faire droguer dans des centres de soins et elles n'avaient le droit de repartir que si elles étaient dociles et j'ai presque envie de dire dressées à la convenance de leur mari. Voilà. Voilà ce que c'est le patriarcat réellement et voilà comment on considère encore aujourd'hui les femmes dans la politique d'après des arguments qui sont d'un autre temps, qui ne devraient plus exister. Oui. Exactement. Mais du coup voilà, pour l'hystérie, on a un peu fait le tour. On va aussi parler d'un autre fait qui est quand même... Là encore, on va parler des médias, on va parler de la télévision, de leur capacité à ne pas remettre en cause des informations. Sandrine Rousseau a été très victime d'une amalgame entre Sandrine Rousseau et Sardine Ruisseau, qui est un compte parodique de Sandrine Rousseau. Il faut savoir que quand Elon Musk est arrivé à acheter Twitter, il a fait un truc qui fait que tu n'as plus besoin d'avoir un hashtag qui correspond à ton pseudo. Donc tu peux par exemple avoir un hashtag Sardine Ruisseau et avoir comme nom de compte Sandrine Rousseau. Et du coup, on a dit que Sandrine Rousseau, c'était une militante écervelée et qu'elle comprenait rien à rien. Parce qu'en fait, les médias ont repris des tweets de Sandrine Rousseau, enfin de Sardine Ruisseau du coup, sous le nom de Sandrine Rousseau, et personne s'est posé la question d'aller vérifier. Tout le monde a pris ça pour argent comptant, et ça relayait sur les débats publics, sur les plateaux télé, des dingueries, des trucs complètement aberrantes, qui étaient faites pour ça, qui étaient faites pour tourner en ridicule le militantisme de cette femme. Et ça a marché, et ça a super bien marché, à tel point que les gens avaient des difficultés à faire la différence entre ce qui était de ces vrais tweets ou simplement du compte parodique. Bien sûr, elle a réussi à faire entendre sa voix et à obliger le compte à changer de nom. C'est la moindre des choses, parce qu'on parle quand même d'usurpation d'identité, qui est un fait, je rappelle, puni par la loi. Et donc il y a eu aussi donc le propriétaire de ce compte parodique a fini par désactiver le compte. Très bien. On voit aussi une partie de l'article qui va nous ramener sur l'article de RTL. Donc là, on était sur BFM. On vous parlait de prisme de l'information, comment BFM traite cette information.
Donc là, ils ont fait un revirement, mais les premiers articles de presse de BFM, c'était le compte parodique de Sandrine Rousseau a été désactivé. Et on voit que là encore, ils laissent planer le doute parce que ils mettent entre parenthèses, mais pas censuré. Comme si on aurait pu censurer le compte parodique. Comme si Sandrine Rousseau en avait le pouvoir, tout simplement. Et on voit que si on regarde sur RTL, pas forcément mieux, mais un petit peu plus rigoureux dans l'information, on voit que eux, leur titre, déjà ne fait pas planer le même doute. Ils ne parlent même pas de la censure. Donc c'est même pas un article qui va être référencé autour de la censure présumée, même si en sous-titre on retrouve cette accusation de censure. On voit là encore que on prête des qualités et des forces certains militants de gauche, comme si on avait un contrôle, comme si les politiciens à gauche avaient une emprise sur le monde politique, sur le monde médiatique, sur le monde en général. Et tout ça pour noyer le poisson de la vraie emprise qui existe des milliardaires de droite sur les médias, sur l'information des médias. Hein, on rappelle que les médias tenus par Bolloré et ont viré très très à droite avec des propos sur les femmes, sur le lien avec des soi-disant excuses de chrétienté où la place de la femme serait à la maison pour s'occuper des 50 enfants de la fratrie. On passe sur des choses très racistes, sur la submersion migratoire. Tout ça, c'est des choses qui sont poussées par des gens. Bolloré a fait son pognon sur la France-Afrique. C'est Bolloré, c'est Total. Faut pas oublier. Et je pense que le fait que Bolloré détienne CNews et fasse autant de rabâchage sur, euh, sur les immigrés, sur les étrangers, donne une idée du traitement qu'il pouvait faire aux populations en place. Et c'est un traitement qui est très inquiétant. Une partie de notre colonialisme à la française, néocolonialisme à la française, provient de personnages tels que Bolloré, qui ont des attitudes absolument détestables et en lesquelles on ne se reconnaît pas. Mais il faut savoir que c'est eux qui nous représentent à l'international. C'est Total qui nous représente en Afrique, dans toutes les stations pétrolières et dans toutes les infrastructures qui sont mises en place pour traiter, pour transformer les carburants et les faire transvaser jusqu'à chez nous. Et bah du coup, toute cette réalité pointe quand même du doigt un racisme structurel, un colonialisme structurel en France. C'est pas pour rien que Retailleau est aussi porté sur la question de l'Algérie. Il y a un vrai sens derrière tout ça. Parce que on est en train de perdre ce qui nous restait d'emprise sur l'Algérie. Et très bien pour les Algériens, tant mieux pour eux. Mais c'est une excuse insupportable à un racisme crasse envers, envers ces pays-là. Ça leur permet de faire des généralisations islamophobes atroces sur les plateaux. J'ai pas mis dans le runner cette vidéo-là, mais pour rappel, Rotaillot était très fier de dire sur un plateau télé qu'il aimait le couscous. Je veux dire, c'est quand même une dinguerie. Un premier ministre qui nous parle de son amour pour le couscous et qui un peu comme si il nous disait je peux pas être raciste, j'aime le couscous. Dire c'est on en rigole. Nous à gauche on en rigole parce qu'on se remet en question. Exactement, il nous fait une Morano. Morano, on s'est foutu de sa gueule, mais Morano, elle a une longévité dans le monde politique qui est incroyable. Et pourtant, elle a dit des dingueries. Elle a tout à fait sa place au Rassemblement National. Elle a dit le même genre de dinguerie que l'élu RN qui avait dit qu'elle pouvait pas être raciste parce que son ophtalmo était roumain. Et que son cardiologue était juif. Je veux dire, en quoi ça défend? Je rappelle que la filleule de Marine Le Pen est une personne racisée
ça l'empêche pas d'être raciste. Je veux dire, c'est incroyable. Mais bon. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, quelle heure il est? Ah, on va faire la petite pause maintenant. On va vous laisser 10 minutes, on revient à 19h05. Et tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien, toujours la forme, toujours la banane. Alors, maintenant on va... le runner il est tellement bien fait qu'on est parti d'une situation internationale pour rentrer dans une situation française. Et maintenant on va s'intéresser à encore plus local et on va parler d'Angers. On va parler d'Angers et notamment d'un article de l'Observatoire des violences publiques. Donc, ils ont fait un petit article pour accuser les jeunes communistes de taguer, de faire des tags antifa et de dégrader la ville. Bon, déjà, très glorieux de faire un article comme ça. Ça laisse poser des questions, surtout que c'est pas vraiment un combat qui est porté par les jeunes communistes de défendre les détenus. C'est pas leur priorité. Eux, ils se concentrent plus sur des sujets qui leur tiennent à cœur et qui leur sont propres. Souvent, c'est des militants provenant de milieux étudiants qui se forment et qui apprennent à militer dans un cadre plus global du Parti communiste. Et donc du coup, là on se trouve face à un torchon d'extrême droite qui essaye de créer une amalgame entre des taggers et les jeunesses communistes. Donc, on parle les détails de l'instru, de l'article, pardon. On voit notamment ce tag-là qui a été recouvert. Hein. J'ai eu la surprise aujourd'hui parce que, en fait, il se trouve que c'est tout proche de notre local à nous aussi. C'est des tags qui ont déjà été recouverts. Voilà, ils détaillent un mode opératoire discutable. Ils font le lien avec de nombreux autres tags Antifa dans Angers. Alors, bon, si vous avez vous vous renseignez un petit peu sur l'art du tag, vous vous rendez très vite compte que la façon de dessiner les lettres est un peu signature des taggers. Qui est par exemple rapproché tout cramé de cette forme d'écriture, de ce C, c'est pas la même personne, c'est pas le même tagger. Pas possible. Un tagger ne change pas sa typo comme ça, c'est des choses qui sont calculées, qui mettent au propre en amont, que beaucoup de présomptions. On voit un autre tag qu'ils attribuent aux jeunes communistes. Je suis pas tout à fait au point, je pense, sur les mouvements anarchistes et tout ça, mais il me semble que anarchisme et communisme font pas toujours très bon ménage. J'ai du mal à croire qu'un jeune communiste ait été tagué des symboles anarchistes. À la limite qu'un jeune communiste puisse avoir envie de taguer. On peut imaginer, mais pourquoi il taguerait des symboles anarchistes? Ça n'a aucun sens. Oui, mais non, mais c'est un ensemble d'informations très très intéressantes. Alors, on va voir, parce que bien sûr, l'extrême droite adore faire ça, adore dessiner des cibles sur les photos. Il parle d'un certain... alors nous, on a des petites insides parce que le mec qu'ils ont dessiné, il s'appelle Gaillard, je crois. Donc, ils font quand même tout un déroulement d'informations autour d'un mec qui présente comme et qui s'appelle Gaspard. C'est vous dire la qualité de cet article.
il y a des sources, à n'en pas douter, incroyables. Donc voilà. Donc hop, donc maintenant on va pas refaire le travail, que d'autres ont déjà fait. Sauf que, Street Press a déjà fait un article sur sur cette, sur ce groupuscule d'extrême droite et sur ses liens avec, avec des, néofachos, des néofascistes. C'est plutôt marrant quand même que, quelqu'un qui veut se dire observatoire des violences politiques soit en fait un des plus, violents perpétrateurs, un des plus violents organisateurs de violences politiques. Je rappelle que, quand même, l'extrême droite qui organise le plus d'attentats en France. Donc voilà, que Street Press les rapproche de l'Oriflamme, qui est un groupement néofasciste, qui est un rebranding du groupe de l'Alvarium. Pour les non-angevins, l'Alvarium, c'est un groupe néofasciste qui avait eu un local grâce à la mairie d'Angers, sous fond de la petite bourgeoisie qui s'encanaille avec les néofascistes, pendant que papa et maman font des dîners mondains avec Béchu. Donc forcément, il y a quelques problématiques qui ont été mis en œuvre parce que ont mis très longtemps à être délogés de leur local, qui est incroyable. On va revenir. Donc, pour présenter rapidement, hein, l'Alvarium, c'est donc ce magnifique groupement identitaire, nationaliste révolutionnaire français, actif à Angers depuis 2017. Avant, ils avaient d'autres noms, maintenant ils ont d'autres noms. C'est un peu la capacité des groupes fascistes d'extrême droite d'avoir un petit peu une attitude de caméléon. On rappelle le GUD. Jean-Luc Lahaye. Je connais pas Jean-Luc Lahaye. Où est-ce que tu as vu ça? Jean-Marie Le Pen. Alors attends. Où est-ce que tu as vu? Ah là, non. Membre fondateur. Il y a une information que je n'ai pas vue. Donc, non, mais apparemment, c'était. Ah oui, c'était du troll. Je me suis fait avoir par le chat. Une fois de plus. Donc voilà, l'Alvarium, c'est des tâches d'extrême droite. Et on va s'en débarrasser. Pour reprendre les paroles d'une célèbre chanson. Pas si célèbre que ça, mais chanson chère à mon cœur. Donc on va parler de son ancien leader, tout simplement, hein, reconnu coupable de complicité de diffamation envers un élu de Trélazé. On voit qu'il a sans doute des accointances royalistes par ce magnifique drapeau dans son appartement. Jean Eudes, déjà avec un nom comme ça, c'est pas gâté dans la vie. 3000 € de frais de justice. De nombreuses positions problématiques. Donc l'Alvarium, pour notre plus grand plaisir, a été finalement dissous en 2021. Donc la date est importante, parce que vous allez voir, le groupe a été dissous suite à une décision de justice pour des appels à la violence. Vraiment, tous les clichés du groupe d'extrême droite, violence en réunion, vol de drapeaux, bref, toutes les exactions communes un peu des fachos, des petits fachos qui veulent se croire au-dessus de tout et se prouver des choses à eux-mêmes. Là où ça fait mal et là où on retourne sur les incointances
ce groupe avec une certaine bourgeoisie angevine, la lenteur administrative, c'est que on a en 2023, donc 2 ans après la fermeture, après la dissolution du groupe L'Alvarium, on a un communauté préfectoral qui nous indique que le local est fermé. Donc, on dissout un mouvement, on lui laisse son local pendant 2 ans, avec tout ce qui s'est passé. On vous rappelle qu'il y a eu des altercations entre Antifa et entre membres de l'Alvarium, où se sont lancés des chaises, des tabourets, on tapé à coups de batte, bref, un joyeux spectacle qui a perduré même après la fermeture en 2023, puisque au moment de la mort de Naël, il y a eu des violences encore commises par des membres de l'Alvarium pour soi-disant protéger leur local. À vrai dire, c'est les membres de l'Alvarium qui, je pense, sont sortis de leur local et sont tombés nez à nez avec la manifestation de soutien à la famille de Naël, et qu'il y a eu là aussi des vidéos que vous pourrez vous amuser à retrouver sur internet, où il y a eu des agressions en fait entre les deux camps. Voilà. Malheureusement, on n'a pas les images et je pense que ce serait une erreur de les montrer ici parce que c'est faire la part belle à des actes de violence de ces groupuscules. Mais voilà le genre de personnes et le genre d'exaction que peut avoir un groupe d'extrême droite dans une ville. À Lyon notamment, qui est aussi victime de beaucoup de groupuscules d'extrême droite. Madame Fourage qui nous donne une source très intéressante sur les financements des millionnaires angevins, sur ces groupes d'extrême droite angevins. Et pour continuer sur ces financements, parce qu'il faut bien trouver de l'argent et qu'à un moment, tabasser des gens, ça rapporte pas. Il y a eu beaucoup de polémiques au moment de... Il y a une espèce de zone marchande qui a été construite sur un ancien parking à Angers pour redorer le cœur historique de la ville. Les Halles Cœur d'ailleurs ça s'appelle. Et dans ces Halles Cœur on retrouve notamment un charcutier qui s'appelle les Blancs de l'Ouest. Je vous laisse déjà apprécier ce nom qui est tout à fait caricatureux, certaine façon de penser. Alors la justification, c'est qu'il y a quand même une race de cochons qui ont été cherchés dans une partie, alors je sais plus, dans le Haut-Anjou, de porc, qui s'appelle les Blancs de l'Ouest. Donc voilà, donc ils labellisent des produits angevins pour vendre de la charcuterie, de la cochonnaille en tout genre. Et du coup, ce qui a posé problème, en fait, c'est même pas le nom, parce que le nom est presque anecdotique si on nommait le fait que bah en fait c'est derrière cette entreprise, en fait, c'est le groupuscule de l'Alvarium, c'est des gens qui étaient à l'Alvarium, qui ont longuement milité, qui continuent sans doute de militer dans ce groupuscule, parce que, pour rappel, même s'il a été dissous, c'est comme le chien dent, ces trucs-là, tu t'enlèves une racine et il y en a 10 qui repoussent. Donc sans doute qu'ils militent dans d'autres cercles ou d'autres noms. Donc voilà, la mairie a expliqué qu'elle n'avait pas vocation à juger des prises de position privées. Délicieux. Ceci est délicieux. Comme quoi, la bourgeoisie s'acoquine très bien du fascisme. Hop. Trop rapide, j'ai été trop rapide. Quelle heure il est? Oh, on a le temps encore, on est tranquillement. On va pouvoir passer à la dernière partie de la Gouline qui va
sont réorientés vers le milieu de la saucisse pour infiltrer les prochaines manifs. Ouais, bah tu sais, que ce soit des manifs d'extrême droite ou d'extrême gauche, il y a souvent de la saucisse à la fin. Hein. De la saucisse ou des merguez. Hein. La régie me dit que pour les gauchistes, tant que c'est pas sponsorisé CGT, ça passe pas. C'est vrai que c'est un peu cruel d'avoir des gens qui profitent de l'occasion pour vendre des saucisses et des merguez sur le dos des manifestations, quoi. Pour que rien ne retombe dans les caisses des syndicats organisatrices qui ont fait le déplacement et qui ont ramené du matériel, la sono, etc. À Barbecue Rugby, il y a pas mal de merguez. Autopromo. Exactement. Barbecue Rugby, c'est une émission de notre collègue Adam, sous un autre pseudonyme, nous dévoile l'actualité rugbyistique, l'actualité du rugby. Alors, faisons simple, faisons simple. Donc, pour cette dernière partie, je disais, excusez-moi, on va parler de l'article de cette semaine, qui est un article qui est rédigé par Clémence Pinault. Il ne peut malheureusement pas se joindre à nous ce soir, parce que malgré que ce soit Pâques, son salaud de patron la force à travailler. J'espère qu'elle n'est pas auto-entrepreneuse. Mais elle a du travail, et du coup elle n'est pas disponible. Du coup, ça parle de la police. On va parler de la police. On va parler des violences policières surtout. Parce que c'est le sujet principal de son article. Et en parlant de la police, ça va, elle n'est pas auto-entrepreneuse. Merci, merci Adam de me rassurer sur ce fait. En parlant de la police, on va commencer par rappeler que certains membres de la police, donc là c'est un tweet de Police et Réalité, je ne sais même pas si c'est vraiment des policiers derrière ce compte, mais en tout cas ils se prétendent de la police, et on voit qu'ils relayent des messages du collectif Némésis. Donc pour dire violeurs étrangers dehors. Les violeurs français ça va, c'est ok. Apparemment pour la police les violeurs français c'est ok. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses, d'ailleurs, sur le traitement de certains pédophiles. Jean-Marc Morandini, je crois. Toujours à l'antenne. Hein. Il se permet même de faire des petits... J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où il cassait du sucre sur le dos de l'église en l'accusant d'actes pédophiles. Quand même, pas piquer des hannetons, si je puis me permettre l'expression. Bah sinon on perdrait beaucoup trop de membres de l'hémicycle côté droit. Bah malheureusement, Abraham, ce n'est pas qu'à droite non plus. Hein. On doit pas forcément. Alors on parle de façon plus générale, on va pas forcément parler de viol, mais les violences sexistes et sexuelles, ça existe partout. Hein. Ça existe aussi à gauche. Hein. On a un très beau représentant de gauche et de ces violences en la personne d'Adrien Quatennens. Voilà. Parce que les Français sont pas des violeurs, on dirait qu'il faut que jeunesse se passe. Enfin, je pense qu'on n'a pas eu la même jeunesse. Hein. La connerie est universelle, mais elle est bien condensée sur la droite. Ah oui. Après, fut une époque, il y avait aussi des gens bien à droite. Hein. Le cordon sanitaire, tout ça. Pardon ? Les gaullistes. Même s'ils sont critiquables sur certains points, parce que déjà ils sont de droite, bah il y a quand même du bon et du mauvais. Et il y a eu du respect. À une époque, il y a eu du respect. On était bien loin de la diabolisation actuelle de la gauche, tout couvert de faire monter un extrémisme religieux. Donc le préambule, pour revenir à l'article de Clémence, le préambule de l'article de Clémence commence en rappelant une vidéo qui avait fait polémique
qu'on a retrouvé pour vous sur Dailymotion, source principale d'information, il faut croire. Et donc du coup, on va pouvoir admirer ensemble des lycéens de Mantes-la-Jolie qui sont forcés de se tenir genoux à terre. Et donc du coup, vous l'avez vu, le policier qui filme, parce que c'est un policier qui filme ça et qui a mis ça sur les réseaux, et qui commente « Voilà une classe bien sage ». Alors, et on voit aussi que c'est pas un cas isolé, que c'est arrivé à d'autres endroits. Donc c'était lors des manifestations sur les retraites, il me semble, de mémoire. Peut-être une dinguerie, il n'y a pas une date, 2018, ah non, c'était pas pour les retraites du coup. Je sais plus dans quel cadre c'était, mais c'était dans un mouvement de perturbation des lycées et de blocage important des lycées. On voyait les chiffres, 700 interpellations. Donc voilà ce que fait la police pour faire respecter l'ordre. Elle aligne les lycéens comme si c'était des condamnés à mort contre le mur. Et alors là, alors attendez, parce que la vidéo tourne en boucle. Là, on voit des jeunes du coup à genoux avec les mains sur la tête. Mais si on revient un petit peu en arrière, on observe quelque chose qui me glace d'effroi personnellement. Là, vous voyez, ils ont carrément les mains attachées avec du riselant, on me dit dans l'oreillette. C'est, vous savez, ce qu'on utilise pour serrer les tuyaux ou serrer des fils, des câbles entre eux. Là, voilà, pas de menottes, des choses qui sont à peine légales. Et en toute impunité, le policier se permet de filmer ça et de mettre ça sur ses réseaux. Elle est belle la France. Donc pour continuer de développer sur les exactions de nos chers policiers, on a récemment, mardi 8 avril à 3h du matin, un homme de 35 ans, pieds nus et visiblement en détresse mentale, erre dans la rue. Une équipe de SAMU social qui fait des maraudes, donc qui fait des tournées dans la ville la nuit pour repérer les gens en détresse, que ce soit des fêtards qui sont trop alcoolisés, qui se sont endormis dans la rue, ou des SDF qui ont besoin de soins et qui n'ont pas eu accès aux urgences, etc. Plein de choses. C'est quelque chose, un acte solidaire et social de porter assistance à des personnes en danger. Et cette personne a été tuée par la police, tabassée, tasé au moins 3 fois, y compris lorsqu'il était déjà au sol. Cette personne portait un bracelet de l'hôpital. Peut-être qu'il sortait d'hospitalisation psychiatrique, parce que comme il n'y a pas de sous nulle part, peut-être qu'il n'avait pas le suivi adéquat. Et il a fini tué, quoi. Donc voilà ce que fait la police. Ça pose question, ça pose de nombreuses questions, ne serait-ce que dans le traitement de la détresse mentale, dans la formation des policiers aussi. Bon là, indéniablement, il est tombé sur des mauvaises personnes, des personnes qui avaient envie d'en écouter, qui avaient envie d'être violents dans leur interpellation. Le mec a été tasé 3 fois quand même. On est sur quelque chose de relativement violent. Pourquoi? Comment? Parce qu'il errait là, parce que soi-disant il avait un comportement agressif envers les policiers. Moi je suis désolé, mais les policiers ils sont censés être habilités à maintenir l'ordre, et maintenir l'ordre ça passe par la gestion des personnages dangereux.
Dire, c'est leur métier. Ne serait-ce que déjà prendre un coup de taser, à mon avis, ça calme la plupart des gens. Donc, voilà. Donc, tant qu'à être dans le glaçage de sang, on va se faire un petit passage sur un site qui s'appelle Désarmons-les, qui récapitule l'ensemble des meurtres des personnes victimes de la police par année. Donc en 2025, on voit qu'on atteint déjà 6 personnes décédées sous les coups ou abattues par balle par la police. Donc ça va c'est souvent la police nationale, mais ça aussi touche la gendarmerie, le RAID. Et on remarque très souvent que, alors soit c'est du grand banditisme, des gens qui sortent des armes automatiques. Là, on peut présumer que la violence était légitime. On peut rappeler aussi que un jeune a été tué en scooter parce qu'il a été percuté par un véhicule de police. Il y a aussi eu une autre personne en errance, sans doute aussi victime de troubles psy, qui a été abattu par balle, tout simplement. Il était rentré dans une église, armé d'un couteau, il a été abattu par balle froidement, et l'excuse des policiers a été que le taser ne lui faisait rien. Donc voilà, puis en 2024, on peut aussi regarder que la liste est longue. Il y a un certain nombre de victimes de la police, 55 sur l'année. Donc ça fait quasiment 1 tous les 6 jours. Donc voilà, la police tue, une réalité. Les violences policières existent. Il y a des détraqués dans la police. Il faut rappeler qu'on les appelle on appelle les CRS les 7/20. Parce que c'est la note qu'il faut avoir au concours d'entrée pour être admis. Pas 10/20, 7/20. Ça aussi, c'est lourd de sens. Malheureusement, là encore, on est face à des gens qui sont un peu victimes du système. Malheureusement, parce qu'en fait, en faisant des recherches sur l'article de Clémence et en préparant cette émission, je suis tombé notamment sur une vidéo de Police Action qui présente le bizutage des agents du RAID et qui explique un petit peu la formation des nouveaux venus, etc. Donc, pour que vous vous rendiez compte ce que ça fait un coup de taser quand même, je vous laisse admirer. Donc là, le mec il va se prendre un coup de taser. Vous allez voir. Donc là, il prend un coup de taser. Ça, c'est un coup de taser. Vous voyez, tous ses potes, hilar, trop marrant. Tac. Vous voyez, le mec, il est quand même bien tracé, bien musclé. C'est un peu... c'est un peu c'est un peu c'est à poser des questions de comment un mec peut prendre 3 coups de taser et être toujours opérationnel, quoi. Et après, ça continue. Bon, voilà. Geste un peu... on le tape dans le bras. Très viriliste, hein, quand même, comme situation. Mais ils se font quand même la bise. Peut-être pour contrebalancer, je sais pas. Donc là, après, il parle de l'équipement, 80 kg de matos, le casque, les armes automatiques, etc. Il est par balle. Et là, c'est là que ça devient intéressant, il parle de l'entraînement. Donc le mec, c'est une nouvelle recrue du RAID, il a déjà une formation dans la police. Mais qu'est-ce qu'il va avoir comme formation supplémentaire pour faire partie du RAID? 6 mois de formation. Donc le mec, il va faire partie d'une unité d'élite de la police. Et il a 6 mois de formation où on va lui apprendre, et vous voyez les techniques qu'on lui apprend pour maîtriser les gens.
sont, comment dire, discutables. Après, le raid, pour remettre en contexte, c'est quand même une unité qui est chargée de lutter contre le grand banditisme, les gens armés, etc. Mais faut se dire que ces gens-là ont 6 mois de formation. Donc, qu'est-ce que c'est pour les gens, les policiers lambda? Qu'est-ce qu'ils ont comme formation? Et je regardais un article qui expliquait que la santé mentale dans la police, c'est 3 heures de cours. Voilà. La gestion de la détresse psychologique dans la police, c'est quelque chose comme 3 heures de formation. L'article que je disais ironisé en disant entre les 7 minutes pour parler des VSS et la demi-heure pour la demi-heure pour parler de de violence policière. Voilà. Les policiers sont formés en 3 heures, en 30 minutes en 3 heures sur des problématiques aussi denses que la santé mentale. Donc voilà, donc on retourne sur tout ce qui va être privatisation. Alors, je vois que ça vous fait réagir, le fait de la bise. Faire la bise est l'ultime forme de virilisme, c'est les Grecs de l'Antiquité. Ça me rappelle les souvenirs. Ils s'entraînent à maîtriser un sans-abri avec l'aide de couverture en première attaque pour sauter deux sur un homme au sol. Ouais, c'est un peu l'impression que ça donne. Alors ouais, c'est pas un contexte de sans-abri. Le raid n'est pas censé intervenir sur des sans-abri ou des personnes en errance. Mais effectivement, les techniques qu'on leur apprend, ça doit être les mêmes techniques qu'on apprend à tout le monde. L'histoire romaine supérieure à l'histoire grecque. Ah, c'est des choses qui sont discutables, hein. C'est les copains, c'est l'Ovalie. Tu crois que les policiers ils jouent au rugby? Les saluts romains, ouais, surtout, c'est plus ce que c'était. Et vous, les fanas d'histoire, là, diplômés d'histoire, ça existait vraiment les saluts romains? Petite question comme ça au hasard. Ça me pose question, moi. J'ai jamais entendu parler de salut grec, donc je pense qu'ils sont pas aussi fameux. C'est vrai, c'est un argument. Non. Non, ça n'existait pas, le mec dragon? Ah, moi, c'est ce que j'ai lu, Adam. Après, tu fais le point avec toi-même. Comment ça se fait qu'on en parle autant? Est-ce que c'est comme les tresses africaines qui sont reprises par certaines suprémacistes blancs pour faire de l'appropriation culturelle et qui disent que c'est des tresses vikings parce qu'elles ont vu des tresses un peu similaires dans la série du même nom? Le seul point de reste sur ça, c'est un tableau de l'époque moderne. Fait sous Mussolini. Je pose des questions au hasard, hein. Sûrement une statue de César qui fait cette pose quelque part et donc ils l'ont dit, c'est romain. Ah oui, tu penses qu'il y a une photo de César, enfin une statue de César avec le... Ah, ça pose question. Est-ce que la régie peut chercher statue de César, salut? Débriefer ensemble en direct. Un petit peu de temps à tuer avant la fin de l'émission, avant que l'article soit disponible. Pour rappel, je vous invite à nous suivre partout. C'est en promo. Ah oui. Alors attendez. Je pense que c'est celle d'avant. Qui fait celle-là, là. Ouais, je pense que... C'est pas César, ça? Ok, c'est pas César, mais il y a quand même le titre Salut romain ou Salut nazi. Ah, et tiens, là. Attends.
Alors si tu reviens un petit peu en arrière, il y avait Mussolini qui faisait un salut nazi devant une statue. Ouais, c'est toujours pas. Ouais. Alors est-ce que dans la tête des fachos, ils font l'amalgame entre tout ça? Ils ont vu cette photo et qu'ils l'associent? Ou alors il y a un. Ce qui semble être une image de. Ah, c'est le salut de la victoire de. Le salut de Miss. Ils n'ont pas de notion d'horizontalité en fait. Pas la même que nous. Sans doute qu'ils n'ont pas la même que nous. Marc Aurel. Petite vidéo de Yannock qui débunk le salut romain. Ouais, France Culture aussi, hein, ça marche aussi. Wikipédia. Ah, t'as vu ça? Wikipédia, salut romain. On va aller jeter un coup d'œil. Hein. Waouh. Il n'avait pas encore découvert le chocolat, donc il n'avait pas de bras avant la découverte des Amériques. Voilà l'histoire selon le chat. Hein. C'est un travail collectif, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que Abraham qui... Il y a ça? C'est Marc Aurel, ça, du coup? Ah, salut de Marc Aurel. Voilà. Mais du coup, là, il a pas les doigts... Ouais. Frappé. Moi, j'ai des souvenirs de... Est-ce qu'on peut... Vous voulez qu'on revérifie? Fact-check le salut de Elon pour vérifier s'il avait un peu les doigts à France Culture. Vas-y. La régie nous fait rêver ce soir. Ah oui, parce que là, on voit, mais il avait pas du tout la même posture, quoi. Ah, il a pas trop les mains écartées, hein. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Et vous savez que c'est fou parce que en traînant sur les réseaux sociaux, il y a un nombre incalculable de membres de l'administration Trump qui font ce salut-là à des sympathisants lors des meetings. On est quand même à un niveau où les mecs ont réussi à dégoûter Bardella, quoi. Bardella a quitté une conférence d'extrême droite parce qu'il y a un mec qui a fait un salut nazi en entrée de meeting, quoi. Mais Bardella, il se casse. Il devrait être chez lui, il devrait être heureux. Il devrait être avec ses potes, quoi. Mais bon, c'est vrai que pour Bardella, dans son univers à lui, le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite. Et n'est pas raciste. Ouais, bah on n'est pas bien rendu, hein, avec ces histoires de salut romain, là. Est-ce que Elon Musk n'est pas tout simplement un ado de 4chan, hein? Comme Bardella, et rappelons-le, était un membre très actif du channel 1825, non? Si, c'est ça? 1825? Le forum puant de jeuxvideo.com. Ah, mais c'est sûr que l'argument d'excuser le geste d'Elon Trump, c'est 100% le salut romain, c'est pas juste trolling, hein. C'est vraiment la défense qui est 15-18. Autant pour moi, autant pour moi. Quand même, je connais mes classiques. Comment ça, tes classiques? Tu veux nous avouer des choses, Adam? Toi aussi, est-ce que c'était quoi? Jordan Gaming ou un truc comme ça? Tu as participé? Est-ce que tu le followais? Alors, le forum 15-18, pour ceux qui ne savent pas, c'est un forum qui était sur le site
de jeuxvideo.com, qui est un des premiers sites de jeux vidéo français, et qui était très décrié parce qu'il y avait énormément de contenu raciste, énormément de contenu d'amoureux du petit moustachu, et c'était un repère très mal famé. Comment il s'appelait dans le chat, vous allez la voir, El Pueblo, qui faisait des vidéos assez terribles. Je me souviens notamment d'une vidéo où il faisait des crêpes. El Pueblo ou le forum? Le forum, il est mort. Ah merde. Adam. Ah là là. Je tombe des nuls. Ah merde, bah en même temps, je pense que là, il y avait un niveau d'incurie. Stéroïde pour la muscu et il a fait un arrêt cardiaque. Vache. Ouais, bah, c'était pas un nati quoi. Ouais. À moi, mon Jordan Bardella à moi, c'est le Raptor dissident, Adam. Plus une époque, regardez ses vidéos. Il y a eu un virage à un moment, on commençait à parler des féministes et des woke. Là, je me suis pas du tout reconnu dans son contenu. Voilà, qu'est-ce que ça devait être ton enfance, Adam? Ouais, je me rappelle de Minute Papillon. Hélicoptère, hélicoptère. En vrai, on était grave facilement influençable. Bah, je pense qu'on cherchait. C'est un peu le biais qu'on retrouve chez beaucoup de conspis. Ils vont aller trouver des choses qui confirment en fait. C'est le. Ah, comment ça s'appelle? Il y a un biais qui porte ce nom-là. Enfin, qui porte biais de confirmation. Merci à la régie. La régie, elle est en feu ce soir. Heureusement qu'elle est là. Elle aurait mieux fait de venir avec moi. Ça aurait nourri le débat. Mais effectivement, le fossoyeur de film est un faf. Ah là là, mais plus j'en apprends sur le YouTube Game, moins j'ai envie d'en apprendre sur le YouTube Game. Hein. D'y penser, c'est le fossoyeur. Ouais, ok. Violence conjugale. Alors, parce que là, vous parlez de plein de gens en même temps. Qui c'est qui est pervers narcissique, ultra violent et violence conjugale? Partie biologie qui, qui, euh, enfin, qui a utilisé une vraie pathologie sexomaniaque ou un truc comme ça pour dire que c'est pour ça qu'il a touché les jeunes filles dans son sommeil. Enfin, waouh, 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 waouh. Alors là, il y a des termes qui ont été dits. Hein. Euh, je pense que je pense que c'est plus un signe égal qu'il fallait mettre. Tu vois, on est tous les deux exceptionnels. Il n'y a pas de supériorité au sein d'un Infoscope. On est tous égaux, unis et solidaires. On fait tous partie de l'élite de gauche. Fossoyeux, c'est d'autres problématiques. Je crois pas qu'il soit faf. Mais les violences, c'est sûr. Juju Rochedi, le grand philosophe de droite du Nietzsche. Lumière, il ne les a jamais lus. On est tous égaux. Certains sont plus égaux que d'autres. Ouais. On va partir sur une fin de live. Juste, je reprends le contrôle. Parce que je pense que je peux se quitter
sur une magnifique image. Et non, pas encore. Et si. Hop, voilà, l'article de Clémence est sorti, disponible dans les bacs. Je vous invite à lire, commenter, créer un compte sur Infoscope. On puisse exploiter vos données. Et nous, on va vous souhaiter une bonne soirée. Clairement plus égal que nous tous. L'idole des Tchad, s'il te plaît. Respecte le rebrand. Mais du coup, sur ces bonnes paroles, je vais vous faire des bisous. Je vous dis à la prochaine. Et peut-être que j'aurai réussi mon coup d'état et mon putsch pour prendre le pouvoir et que ce sera encore moi la semaine prochaine. La suite nous le dira. Allez, à plus, à plus, à plus. Oh là là.